Bonjour, bienvenue dans la déprime du lundi car nous sommes passés à l'heure d'hiver et Dieu sait si on ne l'aime pas. Cette heure d'hiver, comme moi qui suis photosensible, 3615 ma life, c'est pas très grave. Ouais, bon bref. Le sommaire, ne m'en voulez pas parce que je ne sais pas comment on prononce ce jeu, c'est Drakensang ou Drakensang. Sang, ou si ça se trouve c'est ni l'un ni l'autre. Alors comme je sais que vous êtes exigeant, n'exigez pas la potence pour l'animateur, ou du moins pas tout de suite. Bref, ça ce sera la critique. Nous aurons ensuite Oscillation sur Wonder Boy, ça c'est cool. Et bien sûr Money Shot pour finir. Mais avant toute chose, n'oublions, car nous n'oublierons jamais les news. Le jeu de plateforme old school La Moulana, inspiré de vieilles productions 8 bits et de titres NES ou MSX tels que King's Valley, dont nous avons déjà parlé en news, est terminé depuis le 30 octobre 2010. Malheureusement, son développeur vient d'annoncer que son jeu n'avait pas obtenu la validation Nintendo. Résultat, sa sortie sur le WiiWare a été une nouvelle fois décalée à une date ultérieure, le temps que Nigolo corrige les problèmes identifiés par Nintendo et le soumette une nouvelle fois. La question reste donc posée, sortira-t-il cette année ? Fairy Legends of Avalon est désormais disponible sur le Xbox Live Arcade. Développé par Spiders, le jeune studio français à qui l'on doit le sympathique Sherlock Holmes contre Jack l'Éventreur, Fairy propose une ambiance définitivement orientée Heroic Fantasy et vous invite à partir à l'aventure afin de sauver le royaume d'Avalon de la destruction. Dans la peau d'un elfe ou d'une fée, au choix, vous devrez combattre des créatures fantastiques issues des contes et légendes populaires, le tout étant régi par les règles du tour par tour classique. Pour vous épauler dans votre quête, vous pourrez faire appel aux PNJ disséminés un peu partout, dans les différents niveaux du jeu. Bénéficiant d'un ensemble graphique plutôt attirant et d'une liberté d'exploration relativement agréable, Fairy Legends of Avalon sortira également sur PSN et sur PC, et ce, en fin d'année. Le raton laveur cambrioleur vient sévir pour la toute première fois sur la console HD de Sony dans une compilation réunissant les 3 premiers volets de ses aventures. The Sly Collection vous propose donc de revivre les 3 épisodes sortis sur PS2, le tout remasterisé en haute définition, avec en bonus quelques ajouts bien sympathiques, comme l'option 3D stéréoscopique, ou encore quelques mini-jeux utilisant les fonctionnalités du PlayStation Move. Une bonne initiative donc, pour ceux n'ayant pas connu Sly Raccoon, mais qui ne doit toutefois pas empêcher les développeurs de nous sortir de vrais projets sur console HD. Inondé, il faut faire vite. Alex est coquin aujourd'hui parce qu'en fait il lance le rec mais quand il veut. Est-ce que je vous ai dit que la prochaine fois je me couperai les cheveux ? Sans doute. Non, je vous l'ai pas encore dit. Eh ben, préparez-vous au choc. Drakensang, va falloir que je prenne une décision, va falloir que je m'assume à un moment. Cheveux longs, cheveux courts, Drakensang, je ne sais pas. En tout cas, appréciez cette critique qui a été faite par Julien Pirou, il me semble. Les rôlistes se souviennent sans doute de L'Œil Noir, un jeu de rôle publié en France au milieu des années 80, au sein des livres dont vous êtes le héros. Ce jeu de rôle d'origine allemande fut un énorme succès dans le pays qui l'a vu naître, se posant comme un sérieux concurrent aux monstres sacrés Donjons et Dragons. Si la publication française s'est arrêtée en 1989, en Allemagne le jeu continue d'être publié et en est à sa 4e édition. L'Œil Noir a pour cadre le monde de Der, un univers d'heroic fantasy d'inspiration nordique, et plus particulièrement le bien nommé continent d'Aventurie. Cet univers avait déjà fait l'objet d'une adaptation en jeu vidéo en 1992 avec la trilogie Realms of Arcania. Visuellement proche de titres comme Might and Magic ou Wizardry, la saga Realms of Arcania était notoirement plus hardcore. Un personnage pouvait par exemple mourir de la grippe si le joueur partait dans les montagnes sans doter les membres de son équipe d'écharpe. Il fallut attendre 2008 pour voir la sortie d'un nouveau RPG sur PC se déroulant dans les terres d'Aventurie, Drakensang. Développé par Raiden Labs, Drakensang avait su séduire de nombreux joueurs en manque de RPG à l'ancienne.
Le studio était passé à 2 doigts de la faillite en mai 2010, juste après la sortie allemande du 2e épisode. Par chance, Redden Labs fut sauvé des eaux par l'éditeur allemand Big Point, et le reste du monde peut désormais se lancer à l'aventure sur le grand fleuve dans Drakensang, The River of Time. Those were the days back then. Le titre The River of Time fait référence au fait que ce nouvel épisode de Drakensang se déroule en fait 23 ans avant les événements du premier jeu, sous le règne de l'empereur Hal. Le jeu commence alors que le nain Thorgrim entreprend de raconter à la jeune Gladys ses premières aventures aux côtés du voleur Kano, du guerrier Hardo et d'un 4e larron qui n'est autre que le joueur. It's a story about betrayal and greed, and the beginning of a friendship. Ce quatuor d'aventuriers se rencontre sur un navire voyageant à travers l'Aventurie en remontant le grand fleuve. Après que leur bateau ait été attaqué par des pirates, ceux qui n'étaient que de simples compagnons de voyage vont faire front commun pour enquêter sur ces bandits qui sévissent sur le fleuve. Ils seront rapidement confrontés à un sinistre personnage nommé Regismund de Coldstone et devront déjouer un complot visant à détruire l'Empire. Les voyages forment la jeunesse, qu'il disait. Yakin, no! Why did you do that? He attacked me, my dear. Isn't that enough? Drakensang est un RPG à l'occidental, au gameplay au demeurant fort classique. Le joueur contrôle une équipe constituée de 1 à 4 aventuriers, chacun ayant sa propre classe et ses propres compétences. Au cours de son périple, le joueur devra accomplir de multiples quêtes plus ou moins complexes, mais souvent bien pensées, interagir avec de nombreux personnages non-joueurs, et bien sûr botter le derrière de pas mal de méchants. Bref, pas de surprise à ce niveau-là, mais en même temps, c'est ce qu'on aime dans les RPG. Les déplacements se font au clavier ou en mode point and click. Via des icônes situées en bas à droite de l'écran, le joueur peut facilement alterner entre 3 modes de déplacement, la course, la marche et la furtivité. Il est tout à fait possible d'éviter certains combats périlleux en se glissant subrepticement dans l'ombre. Ce n'est pas non plus Splinter Cell, mais c'est appréciable, surtout lorsque l'on a choisi une classe de personnage pas trop portée sur le combat au corps à corps. Le jeu commence par la création du personnage du joueur. Drakensang fonctionne par un système d'archétypes plutôt bien trouvé. Le joueur peut choisir parmi les archétypes classiques du RPG, guerrier, voleur, mage, etc. Mais pour chacun de ces archétypes, il aura également le choix entre plusieurs sous-classes aux talents plus spécialisés. Il pourra également décider si son personnage est un homme ou une femme, le personnaliser en choisissant parmi un nombre limité de visages et de coiffures, ce qui est l'assurance d'éviter les visages désespérément moches qui sont le fléau de tant de RPG où l'on crée son propre avatar. Bon, rassurez-vous, on croise quand même pas mal de saltrognes dans les riantes contrées d'Aventurie. Chaque type de personnage a accès à différents pouvoirs et compétences. Pour les apprendre, le joueur devra se mettre en quête de maîtres capables de l'entraîner au maniement des armes ou de la magie. Les talents d'un personnage peuvent être passés en revue via une feuille de personnage au look rétro, un peu intimidante au premier abord. Mais une fois le choc initial passé, force est de reconnaître que cette interface est plutôt pratique et bien conçue. C'est là que le joueur pourra dépenser ses points d'expérience durement acquis pour améliorer ses caractéristiques ou ses compétences. Drakensang, se voulant fidèle aux mécaniques du jeu de rôle papier, beaucoup de situations de dialogue ou de négociation se règlent par un lancer de dés en arrière-plan. Un dialogue peut être totalement différent pour peu que les dés aient été favorables, un système qui restitue les sensations du jeu de rôle de manière plus authentique, mais qui semble un peu suranné aujourd'hui où les joueurs sont habitués à plus de transparence en matière de cause et d'effet. Une bonne part de l'aventure est bien sûr consacrée à la baston. Celle-ci se déroule sur le modèle instauré par BioWare depuis Baldur's Gate. Les combats se déroulent en temps réel, mais il est possible de mettre le jeu en pause à tout moment, en appuyant sur la barre d'espace. En pause, le joueur a toujours la possibilité de donner des ordres à ses compagnons. La relative lenteur des combats rend ce principe plus agréable que dans les jeux BioWare, où l'on est forcé de mettre le jeu en pause toutes les 2 secondes si l'on veut survivre. Dans Drakensang, le rythme est beaucoup plus calme et le mode pause se réserve donc aux situations de crise. Certains trouveront même peut-être que Drakensang est un peu mou, mais bon, il en faut pour tous les goûts. Le jeu est ponctué d'affrontements contre des boss souvent spectaculaires contre lesquels le joueur devra faire preuve d'ingéniosité et de persévérance. First we'll go see if the coast is clear. Drakensang, The River of Time est une excellente surprise et un vrai bon RPG sur PC à une époque où le genre se tourne de plus en plus vers l'action. Si le scénario et l'univers n'ont rien de très original, le titre possède une atmosphère féerique dans laquelle il est facile de se laisser happer. C'est en partie grâce au graphisme du jeu. Redden Labs a réalisé un superbe travail sur les lumières et les ambiances afin de créer un cadre enchanteur dans lequel on prend plaisir à se promener.
Preuve qu'avec un peu de talent et de débrouillardise, les petits développeurs peuvent proposer des univers aussi immersifs que les moteurs 3D dernier cri. La bande-son également tire son épingle du jeu, avec des thèmes bucoliques qui accompagnent parfaitement les pérégrinations du joueur. Évidemment, The River of Time n'est pas non plus exempt de petits défauts. Le plus frappant, c'est la manière dont la caméra tangue pendant les dialogues, de quoi donner rapidement le mal de mer. Voyage sur la rivière oblige, le jeu est également un peu linéaire. Enfin, l'un des plus gros écueils vient de la version française, probablement traduite de l'anglais lui-même traduit de l'allemand. Les traductions sont souvent à côté de la plaque et certains dialogues en deviennent un peu difficiles à suivre. C'est d'autant plus dommage que le jeu est bien écrit, les scénaristes ayant trouvé un bon équilibre entre le sérieux indispensable à toute quête épique et juste ce qu'il faut d'autodérision quant au code de la fantasy. Quoi qu'il en soit, et malgré ses petits regrets, Drakensang The River of Time s'impose comme le RPG de fantasy à ne pas manquer en cette fin d'année. Et au vu des progrès effectués par rapport au premier épisode, on ne peut qu'espérer que Raiden Labs poursuivra son exploration des terres d'Aventurie dans un futur 3e chapitre de la saga Drakensang. Yakum! Qui d'autre que Julien Pueroux aurait pu vous proposer cette critique? Puisque c'est tiré de l'œil noir, quand même. Un vieux jeu papier. Ah, j'étais petit comme ça, à l'époque. Ou comme ça. Bref, Oscillation, c'est Wonder Boy. Encore un grand jeu Sega. Bravo! Non, c'est Hudson, en plus. La honte. Je suis tellement habitué à y avoir joué sur Master, alors que c'est une borne Hudson. Putain, la honte. Excusez-moi, attendez, je vais me suicider et je reviens juste après. Bienvenue dans Oscillation. Continuons aujourd'hui notre thématique jeu des années 80 avec Wonder Boy and Monsterland sorti sur borne d'arcade en 1987. Au Japon, son titre est d'ailleurs Super Wonder Boy Monster World et prête ainsi quelque peu à confusion avec des titres plus tardifs de la série. C'est Sakamoto Shinichi qui compose la bande originale du jeu. Cette musique se révèle très riche en éléments stylistiques malgré son apparente simplicité. Sakamoto Shinichi va en effet se servir de très nombreux outils musicaux et ainsi rendre sa bande originale très variée et diversifiée. Voyons d'abord son utilisation ingénieuse de la ligne de basse. Normalement, on pourrait penser que dans une musique, c'est la mélodie qui joue le rôle le plus important. Et bien que les mélodies soient très bien ficelées, c'est pourtant la ligne de basse qui sera plus présente que la ligne mélodique dans pratiquement tous les morceaux de la BO de Wonder Boy and Monsterland. Vous pouvez très bien l'entendre dans la musique du premier niveau du jeu. Bien qu'un semblant de mélodie figure dans la voix la plus aiguë, c'est la basse qui est bien plus active et prend même entièrement le relais de la mélodie dans la deuxième moitié du morceau. À d'autres occasions, la basse va donner le rythme des compositions, comme c'est par exemple le cas dans la musique de la cave. Notez comment la basse sautillante guide le morceau rythmiquement en changeant régulièrement de temps fort. Dans la musique de la plage, les progressions rythmiques de la basse lui font presque prendre un rôle percussif. Notez d'ailleurs que la bande originale de Wonder Boy and Monsterland se passe entièrement d'instruments à percussion. Ça tombe bien, car elle est composée de manière à ne pas en avoir besoin. Le meilleur exemple est probablement la musique du village. Avec sa basse et son accompagnement sautillant et très rythmé, le morceau acquiert un caractère dansant et joyeux. Cette bonne humeur subsiste malgré une subtilité musicale. Le morceau est presque entièrement en mineur. L'occasion pour nous de dire au revoir à la distinction typique majeur, joyeux, mineur, triste, c'est loin d'être toujours le cas.
À ne pas négliger dans les éléments stylistiques de cette bande sonore est l'utilisation du phrasé musical que fait Sakamoto Shinichi. On parle de phrasé pour désigner comment les notes sont liées entre elles. Elles peuvent être parfaitement collées les unes aux autres, c'est ce que l'on appelle le legato. Sakamoto Shinichi s'en sert par exemple dans la musique du bar. Quand les notes sont parfaitement séparées l'une de l'autre, laissant même une petite pause entre elles, on parle de staccato. On l'a très bien entendu dans la musique du village tout à l'heure, en revoici un petit extrait. Notez que Sakamoto Shinichi varie ici les phrasés pour obtenir une mélodie très vivante et naturelle. On en oublierait presque que c'est du chiptune. Finalement, il faut également souligner la diversité des styles musicaux employés par Sakamoto Shinichi. Tandis que dans le village on croit entendre un ragtime, il nous offre une mélodie pentatonique en introduction du château, puis la fait virer vers une très belle polyphonie à 3 voix. Une mélodie héroïque et annonciatrice accompagne le désert dans le jeu. Son style et ses timbres nous font d'ailleurs très fortement penser à la musique de combat dans Zelda 2 The Adventure of Link. Ce jeu est d'ailleurs sorti la même année que Wonder Boy in Monsterland. Le château du dernier boss du jeu, enfin, le Dragon's Castle, est comme une apogée musicale de tout ce qui a précédé. Sakamoto Shinichi s'y sert d'une mélodie posée sur une gamme de blues accompagnée d'une basse active et dynamique, puis varie le morceau avec une partie plus dansante aux tournures polyphoniques. Le joueur doit encore une fois affronter tous les boss du jeu dans ce château. Le choix de reprendre des éléments stylistiques de toutes les musiques précédentes paraît donc parfaitement logique, et Sakamoto Shinichi fait preuve de son grand talent de compositeur en alliant tous ses outils musicaux dans un seul morceau très original et unique. Je ne vous ai pas parlé plus en détail de la musique de boss de Wonder Boy in Monsterland. En fidèle spectateur d'Oscillation, je vous laisse découvrir les outils musicaux qu'a employé Sakamoto Shinichi. Quoi? Des chromatismes et des rythmes agités? On ne s'y attendait pas. Je veux pas faire le mec super glauque, mais une fois qu'on s'est suicidé, ça va beaucoup mieux, comme quoi un mort vaut bien 2 vivants. Et c'est ainsi que je vous parle, car le mort peut parler aussi. Ouh, je suis grave ce soir, c'est pas grave. Je vous lance Money Shot. Et puis amusez-vous bien, c'est des bandes annonces des films à venir, et ça c'est quand même sympa, car nous aimons le cinéma No Life. Mais oui, tout à fait. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Money Shot. Cette semaine, ce sont les grands espaces qui seront à l'honneur avec 127 heures et True Grit. Danny Boyle est sans doute l'un des réalisateurs les plus touche-à-tout. Entre ses films sociaux, la comédie, la SF, les contes modernes, l'horreur et les chroniques, le réalisateur britannique navigue régulièrement et la plupart du temps avec succès d'un registre à l'autre. Après le carton critique et public de Slumdog Millionnaire, Boyle s'attaque à une autre histoire vraie, mais cette fois-ci un peu moins romancée avec 127 heures. Le film retrace le calvaire vécu par Aaron Ralston en 2003 lorsqu'il se retrouve à coincer dans un canyon pendant un peu plus de 5 jours. 127 heures a été présenté dans différents festivals et a reçu un accueil dithyrambique.
La performance de James Franco qui joue Aaron Ralston a aussi été saluée et l'acteur semble être bien parti pour être en tête de liste lors des prochains Oscars. Le film attise notre curiosité, déjà par le talent du metteur en scène qui a quand même pondu quelques films devenus cultes, mais surtout pour voir de quelle manière il s'est démené pour rendre captivante cette histoire, certes bouleversante, mais aussi complètement anti-spectaculaire. Il ne reste plus qu'à attendre jusqu'au 23 février 2011 pour voir le résultat. Good morning, everyone! It is 7 o'clock here in Canyonland, USA. Hey, Aaron. Mom still has not heard from you. Will you just call her, please? I'll talk to you soon. And this morning, on the boulder, we have a very special guest, Aaron Ralston! Oh gosh, it's a real pleasure to be here. Thank you. Oh, thank you. Hey! You're lost? I'm a guide? What do you say? See, I'm something of a big and hard hero. All you have to remember is that everything will be okay. Oh my god! Are you okay, Aaron? Come on! You gotta come down here! It's been nice knowing you, man. I can do everything on my own. See ya! Bye. I don't think we figured in his day at all. Hey there, Aaron. Is it true? You didn't tell anyone where you were going. This marks 24 hours of being stuck. I've been chipping away. Want to keep warm anything? I have about 150 milliliters of water left, which should keep me alive till tomorrow night, if I'm lucky. So that's it. Mom, Dad, I haven't appreciated you as I know that I could. I love you guys, and I'll always be with you. Do not give up. Après avoir vu une bande-annonce, il arrive souvent que l'on se languisse de voir ce que va donner le produit final. Et parfois, il arrive que l'on se mette à trépigner sur nos chaises comme une gamine de 13 ans à la vue de Robert Pattinson. Et c'est exactement ce qui s'est passé lorsque la bande-annonce de True Grit a été dévoilée il y a quelques semaines. Pour comprendre ce phénomène, il faut bien se rendre compte que True Grit est le prochain film des frères Coen. Déjà, rien qu'avec ce seul argument, il serait impardonnable de ne pas se sentir à l'étroit dans son caleçon. Ensuite, parce que c'est le remake de 100 $ pour un shérif qui avait permis à John Wayne d'obtenir le seul Oscar de sa carrière. Et que, contrairement à Lady Killers, ce remake n'est pas un film de commande. Enfin, si la beauté des images rythmées au son de Johnny Clash que vous verrez d'ici quelques secondes ne vous colle pas des frissons le long de l'épine dorsale, on ne peut absolument plus rien faire pour vous. L'histoire suit la quête de vengeance d'une jeune fille qui engage un vieil US Marshal ayant l'habitude de vider les verres de whisky aussi vite que ses 6 coups pour avoir la tête de l'assassin de son père. Ils seront rejoints par un ranger, lui aussi aux trousses de cet homme accusé d'un meurtre dans l'état du Texas. Côté casting, on retrouvera le génial Jeff Bridges qui reprend le rôle de Cockburn, interprété par John Wayne dans le film original. Il sera entouré de Matt Damon, Josh Brolin, Barry Pepper et Hailey Steinfeld qui fait ici sa première apparition à l'écran. Cette bande-annonce fait entrevoir ce que pourrait être une adaptation au cinéma de Red Dead Redemption et nous laisse pantois, la bave aux lèvres, attendant fébrilement la sortie prévue pour le 23 février. Mr. Cogburn, in your 4 years as U.S. Marshal, how many men have you shot? Shot or killed? Let us restrict it to killed so that we may have a manageable figure. Mr. Cogburn? What do you want, girl? I'm looking for the man who killed my father. The man's name is Tom Chaney, and I need somebody to go after him. What's your name? My name is Maddie Ross. Are you some kind of law? I'm a Texas Ranger. I know Chaney. It is at least a 2-man job taking him alive. Marshal Cogburn? Can we depart this afternoon? We?
I'm going with you. Congratulations, you've graduated from marauder to wet nurse. He's being followed. What do we do, Marshal? You missed your shot, Cogburn. Just let this go. I thought you were going to say the sun was in your eyes. That is to say, your eye. You got a lot of experience with bounty hunters, do you? That is a silly question. I am 14. You can run on for a long time. Time for you to go home. I don't like you. I will not go back, not without Cheney, dead or alive. Sooner or later, gotta cut you down. Cheney's here! Help me, Marshal! Now what, Cogburn? Them boys don't think about the wrath that's about to set down on it. Cheney and his gang are rough lot. I do not regret shooting your father. I will kill this girl! Biggest mistake you ever made. Government God's gonna cut you down. Help me! I can do nothing for you, son. On en avait déjà parlé il y a quelques semaines, mais on revient sur Harry Potter et les reliques de la mort pour 3 raisons. Premièrement, pour rappeler la sortie de la première partie du film la semaine prochaine. Ensuite, pour annoncer que la conversion pour le relief a été abandonnée il y a quelques semaines à cause de résultats peu satisfaisants. Enfin, pour profiter de la dernière bande-annonce en date, n'utilisant que des images provenant de la première partie de Harry Potter 7. Et n'oubliez pas, le cinéma n'est jamais mieux qu'au cinéma. He's too strong. We have infiltrated the ministry. You have nothing to fear if you have nothing to hide. The longer we stay here, the stronger he gets. I must be the one to kill Harry Potter. We need to get off the streets, get somewhere safe. Let's say we get undercover before someone murders him. That way they won't know which Harry Potter is the real one. They are coming. They are coming. Hey! No! No! Hang on, Harry! Nobody else is going to die. Not for me. We have to do something. You think I don't know how this feels? You don't know how it feels! Your parents are dead. You have no family. He's after you, Mr. Potter. Tell me where he is. You really don't stand a chance. I got him! Help me! I have seen your heart, and it is mine. Voilà, ce fut un 100% de plus, mais toujours aussi agréable avec vous et en votre compagnie. Je le fais super consensuel. Je vous aime, à très bientôt. Putain, je vous aime, mais n'importe quoi.